Les entretiens médicaux d'Anguin avec AG2R La Mondiale. Bonjour et bienvenue à tous dans ces entretiens médicaux d'Anguin, des entretiens médicaux un peu particuliers cette année, crise Covid oblige, des entretiens médicaux particuliers parce que pas en public, c'est la première fois depuis des années et des années qu'on ne peut pas se réunir ensemble. Pas de public, pas d'intervenants non plus, tous les intervenants vont intervenir en Zoom. Donc je suis ici, là, tout seul dans le studio des entretiens médicaux d'Anguin. Et on va rester ensemble en direct toute la journée jusqu'à 17 heures. Au programme de cette journée, la pandémie en chiffres avec deux interventions, la prise en charge et le point des connaissances, où en est-on du Covid, surveillance, dépistage, immunité, on répondra à toutes ces questions. Covid, est-on prêt pour cette deuxième vague qui arrive et peut-être une troisième vague en mars? Donc voilà le programme de la journée. Vous pouvez nous suivre bien sûr sur le site des entretiens médicaux d'Anguin, mais si vous voulez un petit peu plus d'interactivité, vous pouvez nous suivre sur YouTube et réagir et nous poser des questions. On essaiera d'y répondre avec les intervenants. Vous pourrez aussi nous suivre sur Facebook. Donc sur ma page Facebook, je suis Jean-Claude Durousseau, sur la page Facebook des entretiens médicaux d'Anguin et également sur la page Facebook de Capital Santé. Vous pouvez nous suivre sur la chaîne YouTube Médecine TV. Vous pouvez également nous suivre sur la page du Conseil départemental du Val d'Oise et sur la page de la ville d'Anguin. Donc au programme de cette journée, interactivité, posez vos questions. Au programme également, vous l'avez bien compris, c'est plus qu'une émission qu'on vous propose en direct, c'est un vrai congrès sur le Covid. Donc vous voyez beaucoup d'émissions en ce moment où des experts viennent parler du Covid. Là, vous allez voir des experts qui vont faire des présentations. C'est un vrai congrès médical sur le Covid. Et sans plus tarder, on va accueillir notre premier intervenant. Il s'agit de Vincent Auvigne. Vincent Auvigne, vous êtes épidémiologiste. Vous allez nous parler de la pandémie en chiffres. Plus que les chiffres, ce qui est important, c'est d'expliquer aux gens comment interpréter les statistiques. Je vous donne la parole, Vincent Auvigne, pour cette première intervention. Bonjour et merci à tous d'être là. Donc, on va commencer par faire un peu une revue de la façon dont on peut interpréter les statistiques, parce que depuis le début de la crise, on a eu une masse énorme de données qui sont arrivées en quasi-temps réel. C'est un volume de données sans précédent, avec un risque un peu d'overdose, voire de lassitude après tous ces mois de crise. Et les données qu'on reçoit, c'est des données brutes, mais on va essayer de les transformer en informations, c'est-à-dire une donnée dans son contexte, et après, voire même en connaissance, c'est-à-dire quelque chose d'utile pour agir. Alors tout d'abord, avant de voir comment interpréter les statistiques, on peut se poser la question de pourquoi est-ce qu'on a travaillé sur les statistiques, pourquoi est-ce qu'il nous faut des statistiques. Et avant tout, les statistiques, on en a besoin, on en a envie, parce qu'on veut avoir une vision globale d'une situation. De la même façon qu'un bon médecin cherche à avoir une vision globale de son patient, un épidémiologiste va chercher à avoir une vision globale de son problème dans sa diversité. Et ça, parfois, ça peut être un peu difficile. Par exemple, il y a des gens qui sont à peu près incapables d'avoir des visions globales. Ils disent que pour eux, le Covid, c'est que ce qu'ils ressentent en tant que tel. Et ben, nous, on va essayer d'avoir une vision plus générale. Ensuite, si on ne veut pas se perdre dans tous les chiffres, dans cette marée de chiffres qui nous assèle, un point fondamental, c'est d'avoir une hypothèse à traiter, de savoir à quelle question on veut répondre. Si on ne veut pas répondre à une question, on est à peu près sûr de se perdre avec les chiffres. Alors, dans le cadre du Covid, il va y avoir énormément de questions, mais elles sont très différentes, donc on peut en citer quelques-unes. Par exemple, comment évolue la circulation du virus, la vitalité du virus? Est-ce que le confinement a un effet rapidement? Donc, aussi, est-ce que les hôpitaux vont être débordés? Quel est l'état du système de santé? Où est-ce qu'on en est par rapport à ça? Ou alors des questions plus posées sur la maladie, sur le devenir des patients, par exemple. Quelle est la létalité du virus, c'est-à-dire quel est le pourcentage de gens malades qui vont malheureusement décéder. Et donc à chaque question,
il va falloir trouver les indicateurs qui correspondent pour nous aider à y voir clair, à avoir de la connaissance sur ces questions-là. Alors, pour en rentrer plus dans le détail, après, on arrive à l'étape de construction des variables. Donc, il faut choisir les informations et les transformer en indicateurs. Alors, la première chose à faire, c'est éviter les données, les variables qui n'apportent aucune information. En particulier, les nombres absolus, les chiffres bruts. Alors, ils sont très souvent donnés en grands types de journaux ou sur les plateaux télé, comme le nombre de morts, par exemple, le nombre de personnes en réanimation. Mais c'est un chiffre très très difficile à interpréter, très très difficile à en tirer une connaissance. Donc, il vaut mieux les éviter. D'ailleurs, au début de la pandémie, par exemple, on a vu des nombres de morts où on comparait un nombre absolu de morts en Islande, aux États-Unis ou en Chine. Sur le même graphique, ça voulait absolument rien dire, ça n'a absolument aucun intérêt. Donc, ce qui nous intéresse avant tout, ça va être de comparer. On cherche à comparer les choses, à comparer dans le temps, ce qu'on va appeler une série temporelle. On va avoir un indicateur comme j'ai vu dans le temps, ou à comparer des groupes sociodémographiques en fonction des revenus, en fonction de l'âge, en fonction du sexe, ou des groupes plus géographiques entre les différentes zones d'un pays ou entre les pays. Alors, on a parlé du temps quand on veut faire des séries temporelles, et dans le cadre d'une épidémie comme le Covid, la variable temps, elle est très importante. Elle est très importante, mais elle est compliquée à saisir et à interpréter et à lire, parce que il y a toute une série d'événements, une chaîne d'événements dans le Covid qui fait qu'on va avoir des décalages temporels. Quand il y a des cas Covid, on commence par être exposé au virus, à J0, on va dire. Ensuite, si on a des symptômes, donc ce qui n'est pas toujours le cas, on va avoir des symptômes peut-être entre J2 et J3. Si on est malade et si ça se passe mal et s'il faut être hospitalisé, on sait que c'est le délai médian entre le début des symptômes et l'hospitalisation est plutôt de 15 jours, c'est une grande variation. Donc là, on prend encore un délai de 15 jours. Et si ensuite, malheureusement, le patient décède, là, il y a encore un délai. Le décès, bon, il peut être rapide, mais aussi dans un certain nombre de cas, il est encore plusieurs jours, plusieurs semaines après l'hospitalisation. Donc, ce qui fait que pour un même événement, la contamination de quelqu'un par le Covid, la façon de le mesurer, le moment où on va avoir le signal va être décalé dans le temps. Et ça, c'est compliqué pour les décideurs. Par exemple, si on prend les hospitalisations qui sont un bon critère, eh bien, on a 15 jours de retard par rapport à la décision de confinement, par exemple. Et c'est aussi compliqué quand on lit des statistiques d'arriver à comprendre pourquoi il peut y avoir un indicateur qui monte alors que l'autre commence déjà à descendre. Ça peut apporter un peu de confusion, donc il faut bien avoir en tête ces différentes étapes. Ensuite, on a dit qu'on comparait les choses, donc la plupart du temps, on va avoir un taux, une fraction, avec un numérateur et un dénominateur. Et là, il y a des questions un peu basiques que vous pouvez vous poser quand vous regardez ces taux. Alors, pour le numérateur, ce qui est au-dessus de la fraction, la question de base, c'est la définition du cas. Qu'est-ce qu'on appelle un cas Covid, un cas hospitalisé. Et on voit que ça par exemple, pour un même indicateur comme le cas Covid confirmé, la définition du cas va avoir beaucoup évolué entre le début de la pandémie, au mois de mars, quand il y avait très peu de tests disponibles. Et donc là, un cas positif, c'était un cas confirmé cliniquement, avec des signes radiologiques au scanner, par exemple. Et maintenant, un cas positif, ça peut être un cas asymptomatique, mais qui est positif au test PCR. Donc, on compte toujours le même nombre de cas, le chiffre, c'est un nombre de cas, mais comparer un cas de maintenant à un cas du mois de mars, ça n'a absolument aucun sens. Ça, on a vu ces dernières semaines des courbes qui montraient l'évolution de ce paramètre sur ces 6 mois. Et ben, bon, c'est un peu intéressant. Ou alors, on a le cas entre pays, le nombre de morts
Les Belges, par exemple, sont en tête de la mortalité par habitant. Et c'est aussi parce qu'ils ont bien compté leurs morts, en particulier les morts dans les maisons de retraite. Ils les ont comptés comme morts Covid, ce que d'autres pays comme la France ne le fait pas de façon basique. Et donc, évidemment, c'est le nombre de morts qu'on les compte, il est plus important en Belgique qu'ailleurs. Là, ensuite, on arrive au dénominateur. Par quoi on va diviser notre nombre de cas, à quoi on va le rapporter. Et bien là, c'est parfois un peu l'oublié. On ne pense pas trop à le regarder, mais il est très important, même aussi important que le numérateur. Par exemple, on a eu un politicien il n'y a pas très longtemps qui a dit quand le couvre-feu a été annoncé, il a fait le tweet suivant: 60% des contaminations ont lieu au travail ou à l'école ou à l'université entre 8h et 19h. Même Macron interdit les sorties au bar et au resto entre 20h et 6h. Bienvenue en absurdie. Alors, là, ce qui est absurde, c'est pas la décision, mais peut-être que la décision était absurde, ça c'est autre chose, mais le tweet qui a été fait est complètement erroné parce que le politicien en question n'a pas compris le dénominateur. Quand on parlait de 60% des contaminations qui ont lieu au travail ou à l'école, c'est 60% des contaminations parmi celles qui sont connues, qui sont dans un cluster référencé. Mais on sait que les clusters, ça représente une simple petite partie de l'ensemble des cas qui sont concernés. Donc, c'est pas 60% de l'ensemble des contaminations qui ont lieu au travail ou à l'école. Voilà un exemple un petit peu technique, mais qui est important à bien percevoir. De la même façon, quand on parle de mortalité ou létalité, ce qui change, c'est le dénominateur. Mortalité, ça va être l'ensemble des personnes de la population du pays, par exemple. La létalité, c'est l'ensemble des personnes malades. Et encore, quand on parle de létalité, il faut bien faire attention à comment on définit le malade. Est-ce que c'est le malade qui est hospitalisé? Est-ce que c'est le malade qui est contaminé, qui n'est pas vraiment malade? Ou est-ce que c'est celui qui a quelques symptômes? Et pour finir, un dernier point que je voudrais vous dire sur la façon d'interpréter les chiffres, c'est la façon dont on reçoit les variables. Et là, il y a ce qu'on appelle les biais cognitifs, qui fait qu'on peut être trompé, influencé par la façon dont sont formulés les chiffres. Par exemple, si on dit qu'on a 5% de létalité ou 95% de survie pour le Covid, pour une classe d'âge donnée, d'un point de vue mathématique, c'est exactement la même chose. 5% de mortalité, 95% de survie. Par contre, ce qu'on sait, et c'est les gens qui travaillent sur ce qu'on appelle l'économie comportementale qui l'ont bien démontré, que la façon dont on va le recevoir, la décision qu'on va prendre, va être complètement différente en fonction de ces deux chiffres, va être influencée. Si on parle en 95% de survie, on aura une vision beaucoup plus optimiste, donc on sera moins enclin à prendre des mesures drastiques que si on parle de 5% de létalité. Et les gens qui ont parlé en survie, par exemple, ces dernières semaines, c'était des gens qui avaient plutôt tendance à minimiser le risque, qui voulaient montrer qu'en fait, il ne fallait pas prendre des mesures trop contraignantes. Voilà. Donc, on a fait un peu un tour de la façon d'interpréter les statistiques, bien maîtriser les variables, la définition des variables qu'on choisit, prendre en compte nos biais cognitifs, avoir aussi de la simplicité, rester sur des indicateurs très simples pour pas se perdre, plutôt garder les mêmes indicateurs et les suivre dans le temps, qui sont des facteurs clés. Et pour finir, je voudrais aussi dire qu'il y a des indicateurs parfois qu'on aimerait avoir, qui peuvent être manquants et qu'on n'a pas ou qu'on n'a pas assez. Par exemple, le taux de guérison à l'hôpital. Donc là, c'est un peu un appel que je lance pour les conférenciers qui vont me succéder au cours de la journée. C'est fondamental de savoir si maintenant, les gens qui sont malades, qui rentrent à l'hôpital, est-ce qu'ils guérissent plus vite? Est-ce qu'ils guérissent mieux? Est-ce qu'il y a moins de létalité sur ces gens-là? Parce qu'on a entendu qu'il y avait des progrès sur la prise en charge à l'hôpital, mais on a assez peu de données concrètes. Et savoir si on améliore cette prise en charge, eh bien, ça peut changer notre vision de l'épidémie et aussi nous donner un message d'espoir pour l'avenir. Voilà, merci et bonne journée à vous tous.
Je vous remercie Vincent Vigne, vous restez avec nous puisque vous allez participer à cette première table ronde après l'intervention du docteur Dominique Nguyen qui va vous succéder. Les entretiens médicaux d'Anguin avec AG2R La Mondiale.